cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien. C'est local et c'est bon. Savourez le meilleur de chez nous avec Antoine sur Radio Grand Lac. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur Radio Grand Lac sur l'émission C'est local et c'est bon 92.1. Et ce soir, j'ai deux nouveaux invités à vous présenter. J'ai Corinne Picolet et sa fille. J'ai oublié le prénom de ta fille, ou peut-être que je l'ai pas dit tout à l'heure. Bonsoir, c'est Louane. C'est Louane, et avec Louane, peut-être qu'il fera quelques interventions tout à l'heure, je sais pas. Oula, non, elle veut pas. Et tout à l'heure, j'ai Julien Dangean, le traiteur charcutier meilleur ouvrier de France, qui sera là avec nous. Il a quelques minutes de retard, c'est pas grave, on l'en excuse. En tout cas, si tu nous écoutes, Julien, ne roule pas trop vite, ça sert à rien de faire des accidents. On t'attend, ne t'inquiète pas. On va commencer avec Corinne. Corinne, je suis contente de te rencontrer. Bah oui, moi enchantée aussi, Antoine. C'est pas la première fois que tu viens à la radio? Non, c'est pas la première fois, non. Est-ce que tu étais venu déjà dans la précédente émission qui était Oui. Terroir à table? Oui, tout à fait, ouais. Okay. On avait déjà participé un petit peu plus en hiver, parce qu'on produit beaucoup plus les escargots en hiver. Ok. Mais voilà, on peut les manger en été aussi. On va apprendre... bonjour à toi, Julien. Bonjour. On te laisse t'asseoir. Julien vient d'arriver, il nous a écoutés. C'est parti. Il n'y a pas eu d'accident? Non, ça va, impeccable. Donc oui, on va apprendre ce soir que les escargots, ce n'est pas forcément un produit qu'on consomme qu'en hiver pendant les fêtes de Noël. Tout à fait. Mais on peut le consommer en été. Bien sûr, pour oui. l'apéro. On peut le consommer à l'apéro, on peut le consommer en brochette, en boudin blanc, en quenelle aussi, juste à poêler, avec une petite salade. Oui. Et toi, Julien, est-ce que c'est un produit que tu consommes aussi en été, les escargots? Moi, j'en consomme, moi j'en mange, mais en magasin, on fait, mais on n'en fait pas l'été. Ouais. Ok, d'accord. Par contre, moi j'aime bien en manger l'été quand même. Julien, il vient d'arriver à peine assis. Là, je vais poser une question. Non, trop cool. Donc, tu es productrice. Tout à fait. Tu as été éleveuse à un moment, c'est ça que tu Alors, me je disais? suis éleveuse. Ok, complètement. éleveuse aussi. J'élève 600 000 escargots. 600 000 escargots Oui. par an. Oui. Ouah, ça fait beaucoup, ça. Oui, ça fait beaucoup, oui. Ça fait pas trop de bruit? Non. Alors, pour l'avantage, c'est que je suis très fière de dire que j'ai un cheptel de 600 000 bêtes à cornes. Mais qui prennent pas beaucoup de place et qui sont pas bruyants. Ok, 600 000. Et est-ce que ça représente beaucoup ou pas? Ou est-ce que tu es une petite productrice? J'arrive pas à savoir si c'est déjà quand même une grosse production, oui. Ok. Et comment on s'occupe d'escargots? Alors, donc moi je fais pas de la reproduction, donc j'achète les naissins à des éleveurs d'escargots dans la région. En fait, aujourd'hui, on n'arrive plus à les avoir sur le secteur de Chambéry puisqu'ils ont arrêté la reproduction à la mode Servolex. Donc, je prends essentiellement sur Lyon et la Drôme. Et du coup, on commence à les mettre en parc à peu près au mois de mai et on les élève jusqu'à début novembre. Début novembre, grand maximum, il commence à faire froid. Ça ressemble à quoi, un parc d'escargots? Est-ce qu'ils sont fermés? Est-ce qu'ils sont élevés plein air comme les poules? Alors c'est Comment plein ça se air, passe? complètement plein air. Ouais. Ils sont, on appelle ça des anti-fuites. Donc tous les parcs autour sont ou faits avec du savon noir et de la graisse sur un lito, donc qui empêche l'escargot de sortir. Ou il y a des systèmes d'électrification qui sont 4 petites barres. Dès que l'escargot touche 2 fils, se prend une petite décharge et du coup s'en va pas. Voilà. Donc après on a tout ce qui est système de planche en bois avec la végétation et ils sont cachés donc la journée. L'escargot est nocturne, donc il sort la nuit et on les stimule aussi avec des arrosages pour le soir pour qu'ils viennent manger parce qu'on fait des compléments alimentaires aussi en céréales. Il y a de la Non, on donne à manger pratiquement tous les 2 jours là en ce moment. Donc moi je prends un aliment bio qui est au Moulin Marion dans l'Ain. Et c'est quoi C'est ou fait en sorte de farine ou en petites granules. D'accord. Donc c'est des céréales qui sont compressées parce que l'escargot mange essentiellement de la verdure.
Ouais, tu donnes pas de salade comme ça. Non, on plante quand même pas mal de végétation. Donc on a quand même tout ce qui est trèfle, on a un peu de colza, on a de la moutarde. Donc tout ça, ils y mangent. Quand ils arrivent, ils sont tellement petits que pendant presque 15 jours, on les nourrit pas et ils mangent la végétation. Après, le fait qu'ils commencent à grossir, grandir, et ben ils ont besoin de plus. Et puis en plus, dans les céréales, il y a du calcium, il y a des vitamines pour la coquille, il y a des compléments qui sont utiles pour que leur croissance en fait. Ok, c'est vraiment un truc bien. C'est de l'élevage animal. Non, mais je sais pas. Je m'imaginais. Tu vois un peu tout et rien. Tu vois, j'ai bien aimé le truc. Et comment on devient productrice d'escargots? Enfin, c'est une passion. Est-ce que t'as toujours bien aimé les insectes et après ça s'est transformé après en escargot, puis après t'as fait un stage. Enfin, comment? Alors pas du tout. Alors moi j'ai toujours été proche de la nature. Hein. Mes parents sont très proches de la nature. On aime ramasser les champignons, on aime faire des balades dans les bois. Voilà. Du coup j'avais envie de me rapprocher un petit peu de quelque chose qu'on pouvait faire aussi au niveau de la cuisine. Et puis avoir un métier un peu à l'extérieur en même temps. Donc j'ai commencé à travailler. Bon, toi, tu dois pas le connaître parce que c'est quelqu'un qui était d'Aix-les-Bains, qui était très très connu. Il s'appelait Paul Arpin et qui a fait beaucoup de courses à pied au club d'athlétisme. Et du coup, lui a commencé un élevage d'escargots en fin de carrière professionnelle. Donc, j'ai commencé à travailler avec lui. Ok. Et puis petit à petit, j'ai travaillé avec d'autres éleveurs d'escargots sur la région et ça m'a pris de passion et j'ai dit pourquoi pas moi, j'ai essayé et voilà. Trop. Vous êtes beaucoup d'éleveurs d'escargots en France ? En France, oui, on est quand même déjà pas mal. Ça se dispatche pas mal sur les régions. On est quand même plus nombreux sur la Haute-Savoie et la Savoie quand même. Ok. Après, on élève que du gros gris et du petit gris. Faut savoir que le Bourgogne, on l'élève pas. Il aime pas la captivité et il met 3 ans à devenir adulte. Ok, moi je donc pensais que c'était que de l'AOP et que en Bourgogne, mais en fait. Ouais, non, mais c'est que de l'état sauvage. Et en Bourgogne, c'est beaucoup du gros gris qu'ils élèvent, quoi qu'il arrive. Ils peuvent pas élever du Bourgogne qui en état sauvage. Enfin, c'est que de l'état sauvage et beaucoup de l'Europe de l'Est. Ça arrive tout de l'Europe de l'Est, en fait. Les escargots qu'on peut retrouver dans nos jardins, dans les parcs, c'est quoi comme espèce ? On a les deux. On a aussi bien du Bourgogne. Moi, quand je vais me balader à Tignes, souvent je fais un salon au mois d'août. On trouve plein de Bourgogne dans les montagnes, dans les chemins. Mais encore aujourd'hui, on en trouve encore. On peut les consommer ? Bien sûr. Non. C'est vrai. Bien sûr, le Bourgogne ou le gros gris ou le petit gris. Après, ça dépend l'espèce, mais bon, après, moi, je connais pas toutes les espèces. De Grenoble, donc. Peut-être un peu trop pollué. D'accord, ok, c'est ouf. Et donc ça, les espèces. Donc toi, après, tu t'es mis à ton compte et directement, t'as voulu créer ton produit à toi. Là, on a des bocaux. Comment t'imagines les recettes ? Est-ce que tu travailles avec des cuisiniers, des traiteurs, des trucs comme ça, ou est-ce que c'est toi, tu te dis ça, je le verrais bien se marier avec ça, et dans ces cas-là, tu fais tes tests, t'invites des gens. Oui, on fait pas mal de petits tests comme ça. Après, bon, le fait d'être depuis 30 ans dans l'élevage d'escargots, quelque part, à travailler avec d'autres éleveurs, on a vu aussi les recettes qu'ils faisaient, celles qui pouvaient bien marcher. Évidemment, le beurre persillé, c'est le classique, c'est ce qui va le marcher le mieux. C'est celui qu'on va faire 80% de notre chiffre d'affaires en fin d'année. Hein. Faut pas se leurrer, l'escargot est globalement très sur la fin d'année. Les gens qui aiment l'escargot vont en manger en dehors. Mais souvent, les gens, c'est comme les huîtres, c'est fin d'année, foie gras, escargot. Et toi, du coup, t'en consommes de tes escargots encore, ou est-ce que, comme, je sais pas, tu prends un exemple d'un pizzaiolo, il peut plus manger de pizza, est-ce que toi, tu peux encore manger des escargots ? Alors moi, j'en mange, ouais, sauf que j'ai pas forcément un réflexe de me dire, tiens, je vais me faire une assiette ce soir. Tu vas pas te prendre une douzaine d'escargots, quoi. Ah, pas du tout, ouais. Non, par contre, c'est vrai que je mange pas d'escargots au restaurant. Est-ce que ça t'arrive de goûter ceux de tes confrères ?
Genre Oui. pour te dire, ah vas-y, je vais goûter. Est-ce Ouais. qu'on peut trouver des différences d'escargots entre tes confrères et toi? Genre, est-ce que les tiens vont être plus charnus parce que tu les nourris plus? Non, Comment c'est ils vont une histoire de. Non, ça va être une histoire de recette après. D'accord, il n'y a pas de Après, différence. effectivement, le Bourgogne, il y a quand même, c'est une espèce qui peut être quand même relativement grosse. On peut arriver à avoir des gros gris, mais le Bourgogne est quand même à une chair plus dure et plus grosse, quoi, quand même. Ok. Après, moi, non, oui, des fois, s'il y a une recette vraiment qui a été faite et que je suis curieuse de voir et de goûter, je vais en prendre Ok. au restaurant. D'accord. Mais en général, non, quand c'est du classique à la persillade, non. Tu me disais tout à l'heure que tu arrosais les escargots pour les stimuler. En ce moment, tu les arroses vraiment, enfin beaucoup, parce qu'avec le climat qu'on a eu, à part Non. aujourd'hui où là on est retourné en été, Ouais. on a eu quand même des conditions climatiques qui étaient. Là, il y a 2 semaines, on a eu une maraîchère qui venait, qui disait c'est compliqué. Ouais. Je pense pour les escargots en ce moment, c'est plutôt le contraire, non? c'est bien, mais il faut pas trop non plus d'eau quand même parce que nous on a aussi des flaques qui se mettent. Les escargots sont petits, et du coup ça peut aussi créer, ils savent pas nager, donc ils peuvent se noyer. Il faut quand même pas que ce soit abondant. On a eu quand même un dimanche soir vraiment une grosse tempête d'eau. L'eau restait stagnée autour des bâches, à l'intérieur des parcs, donc c'était compliqué. Fallait gérer quand même, enlever toutes ces eaux pour pas qu'ils se noient. Les parcs, ça fait combien de dimensions à peu près? Sur 600 000 escargots, j'ai à peu près 4000 mètres carrés de terrain, à peu près. Ouais. Wow. J'ai 1000 mètres carrés par 300 000 escargots, à peu près, ouais. Ah ouais, non, j'imaginais pas si grand. 150 000 En escargots. fait, j'arrive pas à me dire 600 000, c'est des petits, j'arrive pas à me dire ça se trouve. Tu vois, pour te dire, je pensais, est-ce que c'est 2 fois la table? Mais en fait, non, pas du tout, il serait trop serré Je là. t'invite à venir à mes Mais- portes ouvertes mais- en fin d'année, mais je comme ça viendrai. tu viendras voir. Parce que, est-ce qu'on peut venir consommer, enfin pas consommer, mais on peut venir acheter chez toi? Oui. Où est-ce qu'on retrouve tes produits? Alors, on les retrouve déjà à la Fruitière, D'accord. à Saint-Ours et à Trévignan. Mhm. Et on les retrouve aussi sur le marché d'Aix. Alors en ce moment, on fait une petite pause. De mai à septembre, on est fermé, mais en septembre, on rattaque tous les Je samedis. suis allé au marché, je t'avais pas vu. Voilà, mais je suis dans les halles en fait. Je suis à D'accord. l'intérieur du marché, moi. Ok. Donc voilà, et du coup, à partir de septembre, on rattaque les samedis jusqu'à fin mai, jusqu'à fin avril plutôt. Et après, on rattaque en novembre le mercredi aussi. Ok. Et ensuite, je fais partie de magasins de producteurs où je suis associée. Donc, on peut me retrouver aussi dans ses propres magasins au service. Donc, à Grésy-sur-Aix, D'accord. le magasin à la croisée de nos fermes. Et puis après, sur Chambéry, c'est Saveur Campagnarde à la mode Servolex. Ok, donc il y a pas mal de sites de distribution. Voilà. Est-ce que tu as aussi des restaurants qui font appel à toi ou même des traiteurs Oui, tout à fait. Ok, donc tu viens J'ai des fournisseur belles en- tables sur Aix-les-Bains aussi. Ok, tu Mhm. peux nous en citer quelques-uns? Alors, on a Floraline. Ah, ils sont venus il y a 2 semaines. Voilà, donc en fait, c'est un ancien chef de l'estrade. Mhm. Du coup, il a continué avec moi. Après, on a la table des Bauges Mhm. sur la Biole. On a le Belvédère. Ok. Et est-ce que du coup, tu es allé chez eux pour goûter tes escargots, voir comment ils les ont Alors, je suis transformés? allée chez eux pour goûter plein d'autres choses. Les gars, je vous fais confiance sur les produits, par contre, là, le petit onglet de bœuf. Non, plus Floraline, c'est délicat parce que quand il a ouvert, j'y suis allée pour découvrir. Donc, en plus, c'est à l'aveugle. Donc, du coup, on sait déjà pas ce qu'il y a, Ouais, ce qu'on va manger. ouais. Et c'était encore pas la période des escargots. Donc, voilà. Il y a aussi des périodes où ils vont faire les escargots, les restaurateurs. Et du coup, là, pour l'instant, il vient juste de les rentrer. Ok. Toi, Julien, tu connaissais un peu les escargots de Droisette, ça te parlait ou pas? Juste de nom. Justement, on parlait de Table Florian. Florian, en fait, c'est un super ami à moi, donc c'est lui qui m'a fait découvrir quand il était à l'estrade vos escargots. Et après, c'est vrai qu'on s'est jamais rencontrés. Et, Oui, tout à fait, oui. Aïe, aïe. Après, moi, je sais pas par rapport au volume que je passe aussi, est-ce que ça peut faire aussi? Il y a un Ouais, petit- il y a un petit après. côté épicerie chez toi ou pas? Non, du tout, non. Du tout. Toi, c'est. Moi, je fais des escargots vraiment qu'en persillade, en escargot pour les fêtes de Noël. Mhm. Enfin, à peu près entre 15 et 20 000 donc, Ok. pour les fêtes. Puis après, le reste, de temps en temps, après jusqu'à mars-avril, enfin jusqu'à là, allez, on va dire jusqu'à Pâques. Nous, notre période d'escargot, c'est de novembre jusqu'à Pâques, on va vendre des Ouais, escargots. t'essaies Mais de tirer jusqu'à là-bas. on fait vraiment 98% en coquille.
en persillade, et puis après on s'amuse nous des fois des fabrications, on fait des petites tourtes, des boudins blancs. Des boudins blancs, ce que tu disais, Voilà. ouais. Ça peut être sympa ça. Ok, trop cool. Je voulais rebondir là-dessus. Tu m'as dit escargot, blam blam blam. J'ai perdu mon fil, mais bon, c'est. Oui, après la commercialisation, voilà, et puis après les gens peuvent venir aussi chez moi. Et l'hiver, je suis quand même énormément ouverte au laboratoire parce que je transforme à Mognard. Et les gens viennent directement voir l'exploitation, acheter en direct. C'est bon, j'ai retrouvé mon truc, je t'ai écouté, c'est très bien. C'est par rapport au cycle d'exploitation. Tu dis que tu as 60 000 escargots, mais 600 000. 600 000, pardon. C'est 600 000 qui arrivent d'un coup et tu les revends, tu te dis, bon, bah, à Pâques, faut que j'en ai plus. Ou est-ce que c'est genre, t'en as 100 000 qui arrivent en janvier, 100 000 en... Non, alors ils arrivent tous en même temps parce qu'il faut qu'ils fassent leur croissance de mai jusqu'à début novembre, on va dire. Ils n'ont pas une croissance homogène. Il y en a qui vont grandir plus vite que d'autres. Après, oui, j'essaye de mettre, par exemple, mi-avril, fin avril, début mai et mi-mai. D'accord. Pour avoir un peu une échéance de parc et de pouvoir ramasser, parce que quand il faut les ramasser, les 600 000, on les ramasse pas comme ça non plus. Ouais, on n'en ramasse pas 600 000, on en met en parc 600 000, mais je vais en perdre à peu près 20%. Comment si ça, tout t'en va bien. perds 20%? On en perd avec les prédateurs. C'est qui les prédateurs des escargots? Les rats. Aïe. Donc ça, c'est dans les champs. De toute façon, on n'a pas le choix. On faut faire avec. Après l'année dernière, moi, j'ai beaucoup perdu d'escargots parce que j'ai eu la chaleur. Aïe. Donc j'ai presque quasiment un parc où j'ai perdu 100% d'escargots. Parce que tu as plusieurs parcs en fait. Ok. Je commence à mieux visualiser. Donc du coup, voilà. Après, on est avec des animaux. De toute façon, on n'a pas le choix. Faut faire avec le climat. Faut faire avec la prédation. Donc quoi qu'il arrive, on perd quand même un pourcentage d'escargots. Et tu les sélectionnes comment les escargots? Est-ce que tu dis là, je prends un demi-parc? On capture tout. Alors au départ, on ramasse les bordés, on appelle ça. Donc c'est l'escargot qui est vraiment adulte et fini. Il a une coquille qui est dure. Du coup, ça nous permet aussi de la conserver pour la laver l'été, pour l'utiliser la saison d'après. Ah, c'est ça aussi, je voulais répondre. Les escargots, on est d'accord, Inès? Est-ce que tu vas me briser tous les mythes, Je vais peut-être poser la question la plus conne de France. Est-ce que ça naît limace et ça devient escargot ou pas? Parce que... Ah non, ça naît en œuf. C'est un œuf. Et qui est clos et qui a sa coquille déjà. Donc le mythe de la limace devient escargot si elle trouve un truc, c'est faux. Ouais. Ah non, oui, non, c'est pas comme... Je l'apprends à 28 ans, tu vois. Genre. C'est pas comme l'ermite qui change de coquille. On va la réutiliser. Je me suis dit, peut-être que, hop là, il les pose et après, il change. D'accord. Non. Oh, ça naît avec sa coquille, elle se construit. Ouais. Il a une coquille hyper translucide. Quand ils arrivent, c'est des têtes d'épingle, c'est tout petit, c'est minuscule. Et ça vient d'où cette légende de la limace, elle devient escargot? Alors moi, je l'avais jamais entendu cette légende. Ça vient de Grenoble. Parce que je sais pas d'où je l'ai appris ça. Je sais pas. Je savais pas si c'était une connerie ou pas, mais bon, t'es la bonne personne pour que je te la pose la question. Et peut-être que je suis le seul en France qui pense ça. Non, mais on me l'a forcément dit et j'y ai cru. Mais c'est pas très grave. Non, mais donc tu me disais l'escargot, ensuite on prend la coquille. T'en fais quoi de la coquille? Donc en fait, quand on ramasse les bordés, une fois qu'on les a ramassés, on les fait jeûner, donc 48 heures. On les ramasse dans des sacs assez ajourés, comme des sacs à pommes de terre en fait. Donc là, il y a à peu près 5 kilos d'escargots finis. On les met sur des grillages avec des ventilateurs. Ils vont vider leur intestin et après on peut les mettre en chambre froide. Donc là, ils vont hiberner complètement et on peut les garder 3 mois. Vu qu'on met du temps à les ramasser, mais on met du temps aussi à les ébouillanter et à pouvoir les décoquiller. Donc ensuite, une fois qu'ils sont bien endormis, on les jette directement dans de l'eau bouillante et on les décoquille un par un. Donc là, on choisit aussi, des fois on va avoir une belle coquille, mais un escargot moyen dedans. Donc après, on les calibre. On met des gros, des moyens, des petits dans les bacs. Et ensuite, on va les renettoyer comme il faut au sel. En fait, on va les brasser au sel. C'est une chair qui est morte.
alors que les anciens faisaient vivant avec l'escargot. Ils mettaient du sel pour essayer de les nettoyer, de les faire baver. Nous, on fait le même principe, mais sur une chair morte. C'est exactement le même impact. C'est même mieux pour l'escargot. C'est moins tortueux, on va dire. Et ensuite, on va les refaire blanchir avec du vinaigre et du sel pendant 20 minutes. Et là, on va les re-rincer, on va les refroidir et on va les mettre en sac et on va les surgeler, ces chairs. C'est une transformation de ouf. Ah oui, c'est un boulot de dingue. Ouais. Autant d'étapes. C'est... On manipule 11 fois l'escargot. Et par vague de combien à peu près ? Après, c'est aléatoire. Hein. Ça dure combien de temps à produire ? Je sais pas moi, quand t'as 600 000... Tu divises à peu près en... en général, j'ai quand même 3 salariés. Il y a des pics il y a des pics quand même énormes sur la fin d'année. Tu prends des intérimaires ou... Ouais, intérim, saisonnier. Je cherche d'ailleurs encore une personne. Ok. Pour l'instant, j'en ai trouvé 2. Ou c'est pour l'été ? Plein temps, de septembre à décembre. Ok. Et comment on recrute un producteur d'escargots ? Enfin, quelqu'un qui t'aide ? Et ben là, c'est un peu nouveau pour moi parce que j'avais toujours une équipe assez saisonnière qui revenait, mais bon, voilà, ils veulent vivre leur propre expérience, donc c'est bien aussi. Je suis contente aussi pour eux. Et du coup, c'est vrai qu'il faut reformer des gens, quoi. Donc après, voilà, on fait des essais, on recrute, et puis on espère que la saison d'après ils reviendront. Comme ça, on n'aura pas à reformer. C'est clair, c'est parce que c'est du temps, du temps perdu. Ouais. C'est du temps perdu. Et t'as pas transmis la passion à ta fille ? Pas trop, non. À mes 2 filles, d'ailleurs. Ah, tes 2 filles ? Ok. Si, elles me donnent la main quand même un petit peu quand il y a besoin et tout. Elles sont quand même assez là. Ah, ça va, elles sont sympas. Ouais, elles sont sympas. Ouais. Elles sont sympas. On va faire une petite pause de musique, puis après on reviendra juste un petit peu tout à l'heure pour présenter tes pots, puis après on viendra sur Julien. Ok, avec ça plaisir. vous va ? Pas de souci. Allez, on part sur un petit peu de musique. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignin. C'est local et c'est bon. Savourez le meilleur de chez nous avec Antoine sur Radio Grand Lac. Et on est de retour en studio, c'est local et c'est bon. On est encore avec Julien Dangean et Corinne Picollet. Donc on a passé bien 20 bonnes minutes à parler de ton exploitation. C'était super, mais là en face de moi, oui, j'ai pas que toi. J'ai aussi des petits bocaux avec, je les ai regardés tout à l'heure un petit peu avant d'arriver. C'est un peu les recettes de l'été, c'est ça ? C'est des bocaux, c'est des tartinables. Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est des bocaux que je fais toute l'année, hein, mais c'est vrai que voilà, pour l'été on peut très bien se faire l'escapéro tomate. Hein, c'est essentiellement de la tomate séchée avec de l'huile d'olive. L'escargot il est entier à l'intérieur, il y a une petite pointe de piment d'Espelette, donc on picore ça comme les moules. Voilà, on n'a que à ouvrir et à picorer. Un petit cure-dent et clac, 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 clac. Voilà, tout à fait. Trop bien. Donc il existe aussi en dérivé en basilic. Ouais. Donc voilà, c'est super sympa. Après, on a aussi le fameux escargot toast. Donc là, on est vraiment sur la persillade avec l'escargot mouliné. Il y a un peu des épices aussi dedans. Donc à faire chauffer en bain-marie, à mettre sur du pain. Ah d'accord, on peut pas l'ouvrir comme ça et le tartiner. Non, c'est quand même meilleur comme il y a du beurre. C'est un peu rigide, la texture et puis c'est meilleur chaud aussi surtout. Ok. Voilà. Bon à savoir si vous nous écoutez. Et après, on a une petite terrine campagnarde à base de porc et d'ortie et escargot, bien sûr. Donc ça, c'est froid, tartiné, direct aussi. C'est facile. Et ensuite, on a une petite fricassée. Donc là, on est sur crème fraîche, vin blanc et champignons. Là, pareil, on fait chauffer. On met ça dans les pâtes, dans du riz, même sur une viande. Ça va nickel. Ça, c'est les. Alors, on a plusieurs pour raconter à nos auditeurs. J'ai plusieurs types de bocaux. J'en ai des tout petits, des moyens et des gros. Oui. Est-ce qu'ils sont tous déclinables dans les mêmes tailles ou est-ce que c'est des la mousse d'escargot, l'escargot toast, on le retrouvera que dans ce format-là ou pas ? Alors, essentiellement, l'escargot toast est en plus grand contenant. Sinon, tout le reste est sur cette taille et restera sur cette taille. D'accord. Et ensuite, on a aussi tout ce qui est conserve de chair d'escargot au naturel. Hein, les gens, s'ils veulent faire des pizzas, s'ils veulent faire des poêlés d'escargot, il y a aussi l'escargot au naturel que je fais aussi en conserve.
Puis après, tout ce qui est en persillade, brochette d'escargot, boudin blanc d'escargot, quenelle aux escargots. Voilà. Ça me donne faim. Mais là, pour toi, je t'ai amené que des conserves, c'est plus facile à transporter. C'est trop gentil. Et toi, c'est quoi ta préférée? Ma préférée, moi, j'aime bien la fricassée. Ok. Avec les pâtes je les aussi? aime toutes. Elles sont toutes différentes. De toute façon, elles ont toutes un goût différent. Donc, elles se mangent différemment. En plus, c'est difficile de dire. Voilà. Et toi, Julien, là, si tu devais en prendre une de la... Ouais, toutes. Toutes. Parce que c'est tout à fait, tous les produits sont différents. Là, Oui. c'est pour manger avec des pâtes, ça c'est pour l'apéro. Ouais, c'est complètement différent, quoi. Ok, je vais juste te demander un tout petit truc, Julien, si tu peux te rapprocher. Après, tu peux prendre le micro et le rapprocher un tout petit peu plus de toi, et ça sera parfait. On va passer à toi maintenant, Julien. On reviendra un tout petit peu après tout à l'heure, mais hâte de rencontrer Julien. Voilà, Julien, un meilleur ouvrier de France. On était tout à l'heure avec une messe. Meilleur escargot de France, non, une mef plutôt. Meilleur escargot de France. Là, on est avec un MOF. Et attention, on porte le bleu, blanc, rouge, le col bleu, blanc, rouge, ouais. Et MOF depuis combien de temps? Explique-nous un peu tout ton parcours. Comment on devient MOF? Enfin, raconte-nous, tu as été traiteur depuis combien de temps? Est-ce que j'ai envie de tout savoir? Donc, je suis MOF depuis 2015. Donc voilà, j'ai commencé à travailler en 1999. D'accord. En apprentissage, j'ai fait un apprentissage classique, BEP, après brevet professionnel. Donc voilà. Donc moi j'ai commencé en région parisienne au départ, et après je suis parti un petit peu, j'ai fait un petit tour de France en fait, tous les 2 ans je changeais un petit peu. Moi, je travaillais sur Lyon, sur Annecy, sur Besançon. Je suis retourné sur Paris après. Toujours en tant que charcutier traiteur, ouais. Charcutier traiteur. Ouais. J'ai travaillé un petit peu en restauration, mais pour fabriquer la charcuterie, quoi. D'accord. Ça a été un métier passion coup de cœur, ça vient de la famille De la famille, non. Enfin, oui et non. En fait, depuis petit, je voulais faire cuisinier. Et en fait, j'ai mon grand cousin qui a 5-6 ans de plus que moi, qui est devenu charcutier traiteur, qui est aussi meilleur ouvrier de France. Voilà. Non. Mais en fait, dans la famille, on n'avait que les deux seuls. D'accord. Parce que mes parents, ma mère était coiffeuse, mon père était commercial. En fait, dans la famille, on n'est que 2 charcutiers. Donc, et les deux, vous avez pris le gros lot, quoi. Vous avez dit, on laisse rien. C'est ça. Non, mais trop cool, c'est une grande fierté quand même d'en avoir 2 dans la famille. Lui, il a eu avant toi, je pense. Ouais, il a eu avant moi, ouais. Et est-ce qu'il t'a servi comme coach? Est-ce qu'il justement, c'est en fait, j'étais parti de la région parisienne et lui, il a ouvert son restaurant et fait de la charcuterie. Et il m'a demandé de revenir pour lui filer un coup de main, et en même temps, c'était le contrepartie qui me coach pour le concours. C'était où son resto? À Paris, à côté des Champs-Élysées, il s'appelait Le Boudoir. Maintenant, il a fermé, il a racheté un autre restaurant à côté de la Tour Eiffel. C'est quoi un restaurant de charcuterie? En fait, c'était un restaurant classique, mais en fait, on proposait un bar à vin et charcuterie. D'accord, donc en fait, beaucoup d'entrées étaient beaucoup de spécialités de charcuterie. Et puis même les plats, donc beaucoup de tourtes, des boudins blancs, plats cuisinés, tout ça. Donc, voilà. Ça se passe comment un entraînement de MOF? Quand on veut devenir MOF, est-ce que c'est matin, midi et soir, let's go, je m'entraîne et je suis comme un sportif mentalement, faut que je sois le meilleur? Nous, matin, midi, déjà on travaille. Donc généralement on commence de bonne heure, on commence à 6h, et c'est après le soir, tous les soirs, entraînement. Ok. Donc au début, on reprend toutes nos bases, toutes nos gammes. En fait, on reprend pour caler toutes nos recettes sur les choses les plus simples, après les plus complexes, quoi. Donc on reprend une base pour faire un bon pâté de campagne, une terrine grand-mère, un bon boudin blanc. Voilà, toutes les bases, toutes les recettes un peu classiques. Et puis après, on essaie de les améliorer, et puis voilà. Et le jour de l'épreuve, qu'est-ce que tu as? Au début, on a une première épreuve, c'est une sélection. Donc on a une partie du sujet et puis une partie à l'aveugle. Donc on sait pas ce qu'on va avoir. Donc voilà, et puis on a généralement 4-5 produits à faire sur 15-16 heures. Et après la finale, on avait 6 produits, on avait tout le sujet et le décor. En fait, on avait un buffet complet à faire, et on avait l'épreuve durait 40 heures. 3 journées de 12 heures et une journée de 6 heures pour tout ce qui est présentation au buffet. Ils élisent qu'un MOF? Non, en fait, c'est pas un concours, c'est un diplôme d'État. D'accord. Il faut savoir. Et en fait, c'est une note minimum à avoir. C'est-à-dire que nous, en finale, en sélection, on était une 50aine, on s'est retrouvés, après, on était que 6 en finale. Et on a été 4 à être pris cette fois-là. Les dernières, ils étaient 20 en finale, ils en ont pris que 3. Il peut y avoir des années où il peut en avoir 0, ou tout le monde. Donc c'est vraiment aléatoire. Il y a déjà eu des années avec 0 MOF. En charcuterie, je crois que c'est jamais arrivé, mais il y a 2 sessions d'avant ma session à moi. En chocolaterie, il y en a eu 0. En coiffure, il y en avait eu 0 aussi. Parce qu'en fait, le concours du meilleur de France représente à peu près un peu plus de 300 métiers. Ok, ouais. Et ta maman, ça n'a jamais été voulu être meilleure coiffeuse de France? Non. D'accord. Non. Est-ce que du coup allez, on reprend encore les coiffeurs, mais est-ce que du coup aussi après ils coiffent avec le tricolore, ou c'est ils peuvent, que des métiers un peu de la restauration? Nous c'est facile parce que c'est la veste de cuisine. Après il y a des métiers comme le charpentier, il va pas s'amuser avec une veste ou quoi. Généralement ils ont un petit signe ou le logo du meilleur ouvrier de France. Donc voilà. Et toi, t'as réussi du premier coup meilleur ouvrier de France?
Wow. C'était une grosse pression. Un petit peu, ouais. 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 Et Mais quand bon, on voilà, devient meilleur ouvrier de France d'un coup, on Ouais, souffle et qu'est-ce qui se passe après? c'est que le début, quoi, parce que justement, après, faut l'assumer, quoi. Ouais, faut l'assumer. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait arriver sur Aix? Coup de cœur. Coup de cœur pour la ville ou coup de cœur amour? Coup de cœur pour la ville. Ouais. Avec ma femme, on s'était rencontrés quand on était à l'école, il y a 22 ans maintenant, à Annecy. Mhm. Et en fait, on aime beaucoup la région Rhône-Alpes. Moi, mes parents, ça fait une vingtaine d'années qu'ils habitent à côté d'Aiguebelette. Même un peu plus de 20 ans maintenant. Et en fait, on s'est promené un jour, on a dit tiens, on va aller se promener à Annecy, à Aix-les-Bains. Et en fait, coup de cœur pour la ville. Et on a eu cette petite boutique. En fait, on est rentré. Ah oui, t'es arrivé voilà, direct dans cette boutique et ouais. c'est rue de Chambéry? Ouais, c'est ça. Voilà, on avait vu qu'il y avait un traiteur rue de Chambéry et on s'est dit tiens, allez, pourquoi pas on rentre. Et en fait, on est rentré dedans, on demandé si c'était à vendre. Il a dit quoi? Oui. Non. Il a dit, C'était le destin. Il a dit bah pourquoi pas. Il a dit je réfléchis, pourquoi pas avoir et t'es arrivé en mode je suis meilleur ouvrier de France, je veux Non, acheter du ta tout. boutique? Ah ouais, tu es allé en incognito. Ouais, en incognito. On était- Ouais, parce que je pense qu'à mon avis, si tu lui avais dit meilleur ouvrier de France, il aurait dit allez, je mets un petit peu plus, non? Ouais, je sais pas. Ouais. Et il y a eu des travaux? Ouais, tout départ, on a fait un peu de travaux pour rénover parce que surtout des machines pour faire de la charcuterie. Mhm. Parce que c'était plus un traiteur qu'un charcutier, D'accord. donc il avait pas forcément toutes les machines pour faire de la charcuterie, tout ça. Donc on a acheté pas mal les robots, les batteurs, les poussoirs, toutes ces choses-là. Après 2 ans après, on a réussi à investir, on a racheté derrière pour agrandir. Donc on a fait vraiment un gros labo de fabrication. Il fait combien de mètres carrés aujourd'hui le labo? Un peu plus 140 à peu près. Et à l'époque, il était à combien? On avait 40. Ah ouais, quand Ouais. même. Donc Ouais. on a agrandi derrière. Et l'été dernier, on a fermé pendant 2 mois parce qu'on a refait tout le magasin et tout l'autre labo en fait. D'accord. Voilà, on a tout remis aux normes, on a pris l'électricien a coupé au compteur les fils, on a reparti tout à neuf. Ah tout ouais, il a encombré, dit on détruit tout, voilà. on Ouais. remet. On a détruit la façade, on a tout. Ah ouais, carrément, Ouais. genre de A à Z quoi. Ouais, on a fait tout rasé, tout reparti. La rue, on a tout dégommé, on a refait C'est le ça. goudron. presque ça. Non. Ok. On a refait à notre goût quoi. Ouais. Au début, quand on reprend une entreprise, on peut pas non plus tout faire d'un coup. Mais 20 ans plus tard, tu t'es dit je refais tout à mon goût. Ça fait 7 ans qu'on a installé. Ah pardon, j'ai cru que ça faisait 20 ans. Non, Non. non, je me suis mélangé dans, Ouais. dans la mémoire. Ok, ouais, ça va. Donc voilà, on a fait 7 ans et puis après on a dit allez, on refait tout maintenant. Ok. Et ça va, c'était pas trop stressant? Un Il y a petit pas peu. trop, il y a eu des galères. Non, ça va franchement, Non. les artisans et tout. Mais il y a tout le temps C'est des super galères bien, normalement dans les travaux. Non. Là, t'as choisi des meilleurs ouvriers, les meilleurs ouvriers de France. Non, on a fait confiance à notre architecte, on les a laissés tranquilles, fait leur job et tout s'est bien passé. Trop bien. Et le jour de l'ouverture, les clients ils sont venus, pas dépaysés, enfin, Un si petit peu quand même, dépaysés, parce que mais tout a changé dans le magasin. ouais, mais ils ont retrouvé les bons produits. Oui, Qu'est-ce ouais, que après on n'a jamais changé nos produits, on fait la même chose de ce qu'on faisait avant. Quoi. c'est quoi tes produits qu'on peut retrouver? Est-ce que tu es un producteur de charcuterie, donc Non, en fait, est-ce que non. tu fais du jambon de Savoie? Je fais du jambon blanc, je fabrique mon jambon blanc, je fais pas de sec parce que j'ai pas de séchoir. D'accord. Et j'achète moi mon jambon sec, c'est un ami à moi qui est en fait dans le Pays Basque, dans les Valles des Alduves, qui laisse ses cochons en extérieur, tout ça. Je fais pas de charcuterie savoyarde. Saucisson sec de Savoie, ni jambon sec de Savoie, vu qu'on fabrique pas, on n'a pas de séchoir. Ouais. Donc ça c'est le seul produit de ma boutique qu'on achète, sinon on fait tout le reste est fabriqué 100% maison avec toute mon équipe. Mhm. On fabrique notre jambon blanc, on fait nos pâtés, campagne, grand-mère, les têtes de lapin, les têtes angelées, toutes ces choses-là. Après voilà, on fait de la charcuterie, on fait de la cuisine, des plats cuisinés, des salades, un peu de pâtisserie salée, un peu de pâtisserie sucrée. Donc voilà, on est charcutier de traiteur. Ok. Et c'est combien de personnes ton équipe aujourd'hui? En cuisine on est 10 Wow. et en magasin ils sont 4. D'accord. Ok, ça fait déjà une belle brigade. Hein. Ouais, c'est On dit brigade. Ouais, c'est ça, brigade. Ok. Et en sachant qu'on fait que de la boutique. On fait pas de traiteur événementiel. D'accord. Pas de mariage, tout Ouais, ça. c'est un gars qui vient vous voir, il vous dit même, allez, j'ai ça, c'est mort. Non, Vous voulez pas, les vous gens ils viennent. Si on fait par exemple pour les baptêmes, ça, les gens ils viennent chercher à la boutique Ouais. ou à faire des petites livraisons, mais on fait pas de prestation sur place. Ouais. C'est-à-dire que nous on va livrer tout, tout clé en main dans des conteneurs. Tout est dressé sur ardoise, sur des plats. Ils ont juste à prendre à ouvrir les petites caisses, hop, ils mettent sur la table et puis c'est fait quoi. C'est pas trop stressant quand même de laisser partir sa cam et de se dire, oh, j'espère qu'ils vont pas renverser et tout. Enfin, de toute façon, après, c'est plus ton problème, mais. Non, après c'est bien filmé, c'est bien rangé, on a l'habitude, c'est notre métier. Ouais, c'est vrai aussi. Après c'est sûr s'il fait un tonneau avec la voiture, ça, Comment elles vont, mes verrines? Ah, mince. Je t'avais dit de mettre plus de scotch, Thierry. Ok. Et donc, dans cette petite rue de Chambéry, il y a quand même pas mal de petites, de belles boutiques en vrai. on est bien, ouais. T'en On faisais, a vraiment une c'est belle, quand même agréable. belle rue, ouais. Ouais. Et ça y était, ça aussi avant ou Il y a une partie qui était, et une partie qui arrivait à peu près en même temps que nous, il y a 7-8 ans. Je pense à Christophe le caviste, qui arrivait un an avant nous, à Romain, le fromager. Pareil,
le primeur. Avant, il y avait un primeur, mais ça a changé. Là, c'est un nouveau primeur qui est là. Sinon, après, il y avait toujours les boulangeries qui étaient là, la boucherie Robesson. C'est une institution, ça fait des années qu'ils sont là. Et ouais, c'est bien. C'est un peu la rue de la gastronomie en vrai, quand même, bien, cette rue-là. Ouais, avec, c'est un super chocolatier, des super boulangers. Vous êtes tous copains? Ouais, on s'entend tous très bien et c'est cool. C'est une rue qui doit être bien animée. J'ai toujours pas fait Noël sur Aix-les-Bains là, mais je pense que ça doit être une rue là pendant les fêtes. Ça doit bien bouger. Ouais, on est pas mal, ouais, c'est bien. Ouais. Et t'as des apprentis, t'as une équipe. T'en as qui veulent devenir MOF ou pas? Ouais, je pense parce qu'en fait, moi, tous mes garçons, en fait, sur les 10, j'en ai 2 qui viennent de Savoie, tout le reste viennent d'autres régions. En fait, c'est des jeunes il y en a un qui en ce moment, il vient de Reims, l'autre de Sens, l'autre il vient de Vendée. Donc c'est que des jeunes qui viennent de loin pour venir travailler chez moi, pour passer les concours, après pour devenir meilleur ouvrier de France. Ouais. Et ils te connaissent par rapport à, enfin, est-ce qu'ils tapent meilleur ouvrier de France et ils voient Julien Dangean? Enfin, ouais, est-ce que ce que je veux dire, tu vois, t'as des mofs comme Philippe Etchebest. Est-ce que dans le boucherie charcuterie, dans le game de la boucherie charcuterie, t'es un top, t'es un killer ou enfin, comment on te reconnaît? Je sais pas si tu comprends ma question. Ouais, je comprends. Ouais. Bah en fait, nous déjà c'est un réseau, on est très proche entre meilleurs ouvriers de France. Donc en fait, on se passe aussi nos jeunes. Quand les jeunes ont envie de changer d'entreprise, on s'appelle. J'appelle mes anciens patrons, celui qui est à Besançon. Tiens, tu cherches quelqu'un, j'ai un jeune qui veut partir, qui a envie de voir autre chose ou quoi. On a ce réseau-là. Et moi, je participe pas mal maintenant. Je suis pas mal jury de concours. D'accord. Là, je suis quasiment tous les ans, je suis jury pour les meilleurs apprentis de France et je suis vice-président du concours pour la Coupe du Monde de traiteurs. Donc après, c'est vrai que maintenant, il y a quand même pas mal de jeunes qui me voient ou quoi. Donc ok. Et après, je ne pas sur les réseaux parce que j'ai aucun réseau. D'accord. J'ai ni Facebook ni Instagram et tout ça, j'ai que dalle. Donc à l'ancienne. Ouais, mais j'aime pas ça. Ok. Et est-ce que des fois, tu continues à apprendre? Ou est-ce que tu penses que t'es arrivé à un stade où tu te dis non, t'apprends tout le temps? On apprend tous les jours avec mes jeunes, justement sur des techniques d'autres régions. C'est pour ça que j'ai bougé aussi en région, c'est pour voir d'autres techniques, tout ça. Et que ce soit avec mes jeunes, j'apprends encore. Et sur les concours, encore le dernier concours au meilleur apprenti de France, les petits jeunes, ils ont fait je sais plus ce qu'ils avaient comme produit. Et quand je lui ai fait, ça c'est pas bête ça. Ah ouais. La semaine d'après, tiens, je l'ai fait. On va essayer, on va faire. C'était ma question. Est-ce que des fois, ouais, t'as des petits jeunes où tu te dis, ah ouais, quand même, ça, c'est des petites pépites, ces gars-là, ils peuvent faire quelque chose et tout. Et, oui. Et est-ce que ça arrive généralement que les meilleurs apprentis de France deviennent meilleurs ouvriers de France par la suite? Oui, ça arrive. Pas forcément tout le temps, mais ça arrive de temps en temps, ouais. Après, il y a un chemin très long entre l'apprenti et après l'ouvrier, le meilleur ouvrier de France, quoi. Ah ouais, il y a un moi, pour devenir meilleur ouvrier de France, avant de passer le concours, j'ai dû faire une dizaine de concours avant, quoi. Et sans nous dire de prénom dans ta brigade, tu penses qu'il y en a, tu te dis, vas-y, demain, ils vont le faire, le truc, ils peuvent le faire. Enfin, ils peuvent devenir meilleurs ouvriers. Ouais, j'espère. Ouais. Tous. Ils t'en parlent déjà, des fois, ils te disent, oh, Julien. Ouais, là, ils sont encore tous un peu jeunes. Donc là, j'ai lancé sur d'autres concours. Il y a d'autres concours? Oui, il y a plein de concours. On a le concours du meilleur chef traiteur de l'année. Il y a le Grand Prix de France de la charcuterie. Voilà, il y a la Coupe du Monde de traiteurs. Après, il y a les petits concours. Tu veux pas faire la Coupe du Monde de traiteurs, là? Moi, j'ai pas le droit non. Pourquoi? Moi, je suis jury, déjà. Ah. Et en fait, en tant que meilleur ouvrier de France, on n'a plus le droit de faire de concours dans notre secteur de métier. Oh non! Ramener la coupe à la maison. Ouais. J'aurais bien voulu pour avoir la petite étoile, mais non. Ça aurait été incroyable. Non. Et quand tu vois des émissions comme le meilleur boulangerie de France sur M6, t'aimerais pas qu'il y ait un jour une émission le meilleur Ah si, des fois on y pense. Nous, avec notre confédération, avec notre président, des fois c'est un peu parler comme ça, de dire faudrait qu'on arrive à trouver, à faire un truc dans ce genre. Après, c'est vrai que notre métier est super compliqué parce que la charcuterie, déjà, pour faire un terrine, c'est comme si on faisait le concours du meilleur producteur d'escargots. Enfin, il y a tellement, les étapes sont tellement longues que à filmer, c'est peut-être compliqué à accrocher les gens, quoi. Faudrait trouver. Mais là, ils visitent la boutique, ils vont visiter. Ouais. Généralement, ils goûtent un pain déjà fait pour voir ce que ça donne. Tu vois, ça pourrait être toi aussi pareil que ta charcuterie. Et après, je sais plus comment ça se passe. Après, ils ont un thème imposé et let's go, ça part un peu comme tu vois un Top Chef. Généralement, c'est vrai qu'il y a un plat, des fois, tu te dis, vas-y, un plat en sauce, ça doit mettre 8 heures à le faire. Eux, en 1 heure, ils le font. Ouais. Ils essayent de le booster à fond et ça pourrait. En vrai, ça pourrait. Après, il faudrait qu'on retrouve un bon représentant qui parle bien à la télé, qui a une belle tête, une bonne tronche. Et puis, c'est qui le Philippe Etchebest des bouchers charcutiers? Charcutier, non, pas boucher. Pardon, des charcutiers traiteurs. Oh, je sais pas. Ouais, y a pas de gros nom? Non, nous on est plus discrets. Ok.
Ok, c'est surprenant. Ok, donc chez toi, si demain je dois aller dans ta boutique, qu'est-ce que je dois acheter? Tout. Non, t'as forcément un top 3, tu te dis, franchement. Après, le top, c'est nos pâtés croûtes. D'ailleurs, je t'en ai amené. C'est vrai? Ouais, mais je suis trop gâté ce soir. C'est un peu notre produit phare, c'est nos pâtés croûtes, généralement. Après, tout le reste, après, on fait. On est vu qu'on est traiteur, on fait vraiment tout. On a de la charcuterie, des plats cuisinés, des salades, des entrées froides. Depuis 2 ans, moi, j'ai une passion pâté croûte. Hein. En vrai, moi, j'adore le pâté croûte. Enfin, j'adore. Je suis un gars, j'ai détesté le pâté croûte jusqu'à mes 23 ans, alors que j'ai un grand-père qui était charcutier traiteur. Mon père qui faisait aussi des pâtés croûtes, lui, il était dans la pâtisserie, mais il adorait faire ça, des pâtés croûtes. Et moi, je sais pas, tout petit, on m'a fait goûter le pâté croûte de merde là des supermarchés et j'ai détesté. Et du coup, tout ce qui était pâté croûte, c'était mort, j'aime pas. Alors que j'aimais le pâté, j'aimais la croûte, mais les deux réunis, c'était impossible. Mon père, il en faisait des magnifiques et tout. Je disais non, j'aime pas. Puis un jour, je sais pas pourquoi, j'ai dit vas-y, je veux faire un pâté croûte. Et Ah mais carrément. Ouais, j'ai dit je veux faire un pâté croûte. Donc je regardais des vidéos et tout, j'appelle mon père, je dis vas-y, j'ai bien envie de faire un pâté croûte là pour les fêtes. Il me dit mon père, mais t'aimes pas le pâté croûte? Je dis ouais, mais si je le fais moi, je pense que je peux aimer. Et donc du coup, j'avais acheté tout, j'avais acheté du foie gras, j'avais acheté je sais plus ce que j'avais acheté plein de trucs, du porc et après mon père, il m'avait tout aidé avec les moules et j'en avais fait un super joli et depuis, c'est bon, je re-aime, je suis allé au Hall Paul Bocuse pour il y avait le champion du monde de pâté croûte. Et j'avais bien aimé. Et ça, tu peux participer au champion du monde de pâté croûte? On peut, ouais. Et tu le fais? J'ai déjà essayé, mais en fait, c'est sur dossier. Ok. Donc, c'est un peu plouf au départ. D'accord. Ouais, donc déjà, tu pars pas. Non, et puis après, c'est souvent mes jeunes, maintenant, je les laisse s'inscrire, vu que c'est une seule personne dans l'entreprise. Ouais. Pour s'inscrire, j'essaye d'envoyer mes jeunes. Ok. T'as plusieurs styles de pâté croûte? Moi? Ouais. Ouais, au magasin, tout le temps, j'ai 3-4 sortes minimum. Ouais. Et après, ça varie selon les saisons. Par rapport aux produits, quoi. Ok. Tu utilises beaucoup de produits locaux. Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui est important? Enfin, tu l'as dit pour ton jambon. Ok, tu vas au Pays Basque pour prendre. Après, tout le reste, tous nos fournisseurs, j'essaie d'avoir des fournisseurs locaux. Et avec la grosse partie des légumes sont locaux. La viande, c'est pareil. Mon porc, c'est directement, directement à Bourg-en-Bresse. Le bœuf, il vient de Savoie. Le veau, pareil, vient de l'Ain. Toute la volaille vient de l'Ain. Donc, on essaie au maximum d'être local. Super. Et après, on a des petits producteurs. Après, on essaie d'avoir du poisson du lac. J'ai de la chance. J'ai mon pote qui est sous les halles de Chambéry, à la criée savoyarde. Il travaille avec pas mal de pêcheurs pros du lac. Donc, on essaie d'avoir du poisson du lac. Ah oui, parce qu'il peut y avoir aussi. Est-ce qu'il y a une mode à un moment? La charcuterie de poisson. Je sais pas si t'as vu ça. Non. Tu vois pas, il y en a qui arrivent à reproduire un peu comme du jambon cru, mais avec du poisson, si tu veux, je t'enverrai. Ah oui, j'ai vu, ouais. Et ça t'a donné envie. Du machin, ouais. Ouais, ça t'a donné envie et tout, ou pas d'essayer d'en faire, ou pas, ou tu t'es dit, vas-y, ça, je laisse le délire au poissonnier. Ouais, je laisse ça au poissonnier, ouais. Ouais. Je sais pas si j'aurai forcément la demande, ou après, on fait des saumons fumés, déjà, on fait déjà notre saumon fumé à nous, notre gravlax, tout ça. Donc après, c'est trop bon. Ouais, c'est plus, est-ce que c'est, non, je pense pas qu'il y a un intérêt, quoi. Ok. Non, mais c'était des fois l'effet de mode, et après, tu peux ne pas accrocher, hein, ça arrive, hein. Ok. Bon, écoute, merci Julien, on va faire encore une deuxième petite pause musique, et puis on revient tout de suite. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien. C'est local et c'est bon. Savourez le meilleur de chez nous avec Antoine sur Radio Grand Lac. Ah là là, tout au bout de mes rêves, il y a les pâtés croûtes de Julien Dangean. J'avais trop envie de la dire, celle-là. Julien, merci pour toute cette petite présentation. Donc charcutier, traiteur aussi, donc traiteur avec des produits qui changent régulièrement. On peut retrouver quoi en ce moment sur ton étal? On change tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, on propose une quinzaine de sortes de salades en ce moment l'été, différentes. Tous les jours, on change, on essaie de changer un petit peu. On retrouve toujours les classiques. Hein. Et après, pareil, les plats cuisinés, on a toujours minimum 3-4 poissons et 3-4 viandes en cuisinées différentes avec un choix de à peu près de 8 garnitures, pareil, différentes. Un choix de desserts sucrés, pareil, 5-6 desserts différents tous les jours. Ça s'adapte aussi par rapport aux arrivages de tous les jours, aux saisons. Ouais. Donc en ce moment, on retrouve plein de tomates. Ça y est, c'est parti. Enfin. Ouais, les tomates. Voilà, je suis allé au marché la dernière fois. Il y avait des étals de tomates. C'était magnifique. Ça me faisait trop plaisir. On commence à voir les premiers abricots. On arrive sur la fin des petits pois,
Il commence à y avoir les haricots verts qui arrivent. Donc voilà, on s'amuse. Ok. Les aubergines, les poivrons. On retrouve aussi, est-ce qu'on retrouve des produits pour le barbecue? Non. Non, Un peu bah non, aussi, bah, sur de la charcuterie. Après, si on fait, en cru, on va faire 2 sortes de saucisses. Nous aussi, on peut mettre sur le barbecue. On a la petite duo classique. Ouais. Qu'on peut griller au barbecue, ça marche super bien. Et en fait, je fais une saucisse, ça s'appelle une perugine. C'est comme une duo, à part dedans, on rajoute du jambon cru, des piquillos, c'est des graines de fenouil sauvage. Et ça, au barbecue, c'est vraiment top. Incroyable. Pareil. Et l'été, de temps en temps, par rapport à nos cochons et tout, on récupère les morceaux quand on fait nos jambons blancs. On vend un peu d'araignées de porc mariné et un peu de grillade parisienne. Ça peut être sympa, ça. Aussi, ouais. Ça peut être sympa. En parlant barbecue, Corinne, pour ceux qui étaient peut-être pas là, toi, tu as aussi, tu vends qu'on retrouve chez les marchés producteurs le boudin blanc qui va bien aussi un peu boudin blanc et brochettes aux escargots aussi, que je vais pas tarder à rattaquer aussi. Ça. Et c'est vrai que je pensais tout à l'heure, je me disais de faire une saucisse aux escargots. Je pense qu'un genre de godivo avec de la chair d'escargot mélangée, ça m'intéresserait bien d'essayer. Ouais. Oh, ça pourrait être sympa, ça pourrait être sympa. Ça peut matcher, ouais. C'est local et c'est bon, créateur de réseau. Julien, est-ce que tu peux nous faire un petit recap de où est-ce qu'on peut te trouver, tes horaires d'ouverture, où est-ce qu'on peut te suivre? Donc, on le sait. Pas sur réseau, Facebook, voilà. pas Insta, pas TikTok, pas Snapchat. Tout ça, c'est énorme. Un site internet? Oui, un site internet, traiteur Julien Dangean. Ouais. Voilà, on peut se retrouver sinon au 15 rue de Chambéry, Aix-les-Bains. Donc du mardi au samedi, de 9h à 13h et de 15h à 19h. Ouais. Et là, au mois de juillet, ça sera de 15h30 à 19h30. On décale un petit peu. Ouais, histoire de souffler un petit peu. Ouais, en fait, non, c'est par rapport à la chaleur. En fait, 15h, 15h30, c'est calme et les gens, justement, de fermer un petit peu plus tard, ils ont le temps de profiter d'aller au lac et de revenir. Vous fermez des fois, comment ça se passe les vacances? Vous êtes tout le temps ouvert toute l'année? Non, on ferme dernière semaine de juillet et 1er d'août. Ok. C'est tout. Oh, c'est bien aussi pour les équipes. Ouais, c'est bien, ça permet de reposer un peu tout le monde, reposer les machines, les frigos, tout éteindre. Ouais. Voilà. Ok. Et nous reposer aussi, d'être tranquille, tête reposée, de partir tranquille. Tu pars en France ou t'essaies de partir? Toujours en France. Non. Toujours en France? Ouais. Ah ouais? T'aimes pas aller plus loin, voir ce qui se fait? Ouais, non, je mets à la France, avec mes enfants et tout. Généralement, là, ça fait quelques années, on va en Camargue. Ma fille est fan d'équitation, donc on va en Camargue, faire un petit peu de poney. Puis voilà, quoi. Non, c'est trop cool, hein, le petit camping classique, tranquille. Ah, la cool. Voilà. Petit apéro, petit barbecue. Et quand tu leur dis aux gens, quand tu rencontres au camping, quand tu leur dis... je leur dis pas. Tu leur dis pas que t'es meilleur ouvrier de France? Sinon, tu te retrouves derrière les fourneaux? Non, ouais. Non, mais même. Non, tu leur dis pas? Non. Sérieux? Ouais, il est humble, hein. Moi, je suis meilleur ouvrier de France, mais le blanc rouge tout le temps. Je chauffe pas des vies, je fais du pâté. Hein. Il est en vacances quand même. Hein. Ouais, mais quand même. Il a transpiré pour avoir ce titre. C'est quand même cool. C'est pas l'horizon. Après, si t'as pas besoin, tu vois. Enfin. Pas d'intérêt. Ouais. Ok, toi, Corinne. Oui. Un petit récap et toute ton activité pour les dernières minutes de l'émission. Où est-ce qu'on retrouve tes produits? Où est-ce que tu les fabriques? Moi, j'ai noté Mognard. Oui. Au-dessus de Trévignien et de Grésy-sur-Aix. Je suis bon ou pas bon? Alors, Trévignien, c'est la coopérative. Ouais. C'est la coopérative de Trévignien et Saint-Ours aussi. Par contre, nous, Mognard, on est entre lacs. Donc, on est vraiment au-dessus on va dire, de Grésy. Ok. Là, on peut visiter à la fin de l'année. Oui, à partir de septembre, je fais des portes ouvertes. Septembre, octobre, novembre. Et j'ai une dernière fête qui est le 15 décembre. En général, c'est mi-décembre où là, on a un marché gourmand où c'est hyper festif. Il y a du foie gras, il y a des huîtres, il y a des escargots, il y a du miel. On peut acheter son sapin. On a aussi Jérémy qui est dans la rue de Chambéry aussi, le pain comme autrefois, qui vient aussi à cette fête. Ok. Et voilà, il y a de la musique et on commence les festivités, on va dire. Et tes produits, on les retrouve, si tu peux nous refaire un petit récap. Sur le marché d'Aix-les-Bains, le magasin de producteurs à Grésy, le magasin de producteurs à la Mode Servolex, et puis le marché d'Aix, on commence plutôt à partir de septembre, et après les 2 coopératives aussi, elles ont du produit toute l'année. À Saint-Ours et Trévignien, et sinon après ils appellent les gens et je leur ouvre le magasin, il n'y a pas de souci. Et on peut acheter sur ton site internet ou pas? Non, j'ai pas de site internet, non. T'as pas un site internet?
Non, j'ai Enfin, juste, t'as juste un site vitrine, pas voilà, marchand, c'est- voilà, c'est pas un site e-commerce, non, ok. non, un marchand, ce serait trop compliqué en Ouais. période hivernale. Ouais, tu te fais Ouais, submerger. non, on n'a pas le temps de faire ça. Et les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut Un te retrouver? réseau, ouais, bien sûr, Facebook, Facebook, Insta. Insta, pas de souci. Ok, bon bah trop cool, trop Voilà. cool, trop cool. Un petit mot, je sais pas, pour la fin. T'es en recherche d'une école, non? Si vous êtes un lycée et que vous recherchez une élève en terminale bac pro commerce, on a trouvé pour vous une élève. On Excellent. t'expliquera tout à l'heure, Julien. Mais en tout cas, ben merci à vous d'être venu à merci à toi. l'émission. Merci beaucoup. Écoutez, le replay se retrouvera sur YouTube, mais aussi sur l'application Radio Grand Lac dans l'onglet C'est local et c'est bon. Voilà. Après, si vous avez 2-3 petits mots à dire là-dessus, je sais pas. Où est-ce qu'on peut vous retrouver de temps en temps? Est-ce qu'il y a un dernier, comment ça s'appelle, une foire qu'on va te retrouver prochainement ou pas? Oh, bah là, ça va être compliqué parce que je vais à la route des Champagnes. C'est où ça, la Donc, route des c'est du Champagnes? côté d'Essois. Donc, c'est pas trop par là. Et puis après, au mois d'août, je suis sur le salon des vins à Tignes. Ok. Voilà. Donc, tu auras un petit stand comme au marché Oui, avec une à table fait. avec tous tes produits. Oui. Ok. C'est quoi la foire? Est-ce que tu le fais la foire de Savoie? Est-ce que les trucs comme ça qu'on peut retrouver à Savoie Expo? Saveur et terroir, ouais. Saveur et terroir, on oui, peut tout te à fait, retrouver. ouais. Oui. Ok. Moi, j'y suis depuis à peu près 4-5 ans maintenant. D'accord. Ok. Ok. Et toi, Julien, c'est que à la boutique? La en vrai? boutique, si, on va faire de la pub pour notre rue. C'est vendredi prochain, en fait, la ville organise dans chaque rue une fête le vendredi soir. C'est vrai? Ouais, donc il y a tous les commerçants qui jouent le jeu. On met des tables dehors, les gens peuvent venir manger de 18h à 22h, je crois. Ok. Il y a un orchestre qui vient, il y aura des animations. On va tous Vendredi prochain. Ouais, vendredi prochain, le À partir de 4 juillet, je crois, ouais. Ok. Et en fait, chaque boutique va faire un produit différent, machin. Donc voilà, faut venir. Julien, à vendredi? Ouais, c'est ça. Sympa, ouais. Ouais, trop cool. Eh ben, écoutez, je vous remercie. C'est les vendredis festifs. Voilà, Vendredi festif, Voilà. c'est noté dans vos agendas. On ira manger. Il y a un orchestre, ça sera super sympa. Voilà. Allez, je vous remercie à vous Merci tous à toi. et puis au plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Radio Grand Lac.